les amène à être détruits, donc, soit en circulation ou localement. Donc, en cas de bactéries ou de virus, effectivement, donc, c'est une protection contre un agresseur. Mais c'est toujours une inflammation, donc il ne faut pas l'oublier. Mais par contre, pour un aliment, c'est une cause d'inflammation chronique. Pourquoi? Si vous êtes vacciné contre une hépatite B, par exemple, vous êtes protégé contre une infection hépatite B. Mais combien de fois dans votre vie vous avez contact avec un antigène, un virus hépatite B? Peut-être pas, si vous êtes médecin, peut-être une ou deux fois par an. Donc, si vous avez le contact, vous êtes peut-être fatigué pendant 1-2 jours, pendant la réaction inflammatoire, et après, c'est fini. Par contre, si c'est un aliment que vous consommez chaque jour, vous allez avoir cette réaction inflammatoire continue. Et ça, c'est la cause de l'inflammation chronique. Et donc, du fait, la protection devient une agression à la fin du compte. Donc, si on regarde un petit peu comment ça se passe avec un aliment, donc d'abord, donc, vous avez la muqueuse intestinale et la périphérie. Donc, quand un aliment est consommé, est digéré, donc au niveau de l'intestin grêle, donc il va être confronté au système d'histocompatibilité 1 et 2 avec des cellules présentatrices d'antigènes. Et dépendamment donc du type de l'environnement, donc dans l'intestin, on peut avoir un environnement anti-inflammatoire. Donc c'est le cas quand il y a des cellules T-régulateurs qui sont en dominance, donc qui dominent donc les THD7 et les TH2. Dans ce cas-là, il y a une production de TGF-bêta, ce qui induit la tolérance, donc pas de réaction immunitaire du tout. Le deuxième cas de figure, c'est si vous avez un terrain plutôt allergique, c'est-à-dire TH2 qui prime sur les T-régulateurs. Dans ce cas-là, vous avez deux possibilités. Soit vous avez des polymorphismes génétiques qui sont responsables d'une surexpression d'IL4 et d'IL5. Dans ce cas-là, vous allez produire des IgE. Donc, ça veut dire une allergie vraie, qui va être donc accompagnée d'une dégranulation de mastocytes et libération d'histamine. Donc, c'est une allergie de type 1 classique, donc une allergie immédiate qui peut amener à une anaphylaxie et qui est symptomatique. Si par contre, vous avez plutôt une surexpression d'IL10, c'est une interleukine anti-inflammatoire, vous allez produire de l'IgG4. L'IgG4, comme je vous l'avais expliqué, il fixe l'antigène et l'amène à une décomposition par les macrophages. On est toujours dans le contexte d'une allergie de type 1, mais cette fois-ci asymptomatique. Et donc, l'IgG4, c'est l'anticorps des allergologues. Donc, quand un allergologue va faire une désensibilisation d'une allergie, donc à IgE, il va essayer de booster les IgG4. Et donc, les IgG4 qui sont 10 000 fois plus concentrés que les IgE dans le sang, ils vont concourir pour l'allergène et donc du coup ils vont diminuer les symptômes et donc au mieux donc la réaction sera complètement asymptomatique et donc on est désensibilisé. Mais c'est toujours une allergie de type 1. Bon, si par contre maintenant vous avez un terrain pro-inflammatoire à cause du microbiome, à cause de votre alimentation et autres, vous avez plutôt des THD7 qui priment sur les T-régulateurs. Et donc là, vous êtes donc dans le cas de figure d'avoir des interleukines pro-inflammatoires qui vont être produites, donc TNF-alpha, IL-17, IL-6 et IL-12. Et ceux-là vont donc amener à la production d'IgG1, 2 et 3. Qui vont activer le complément, qui sont donc productrices de TNF-alpha, du platelet activating factor, et qui donc induisent la phagocytose du complexe MS circulant par les neutrophiles. Et dans ce cas-là, on parle d'une allergie de type 3. Moi, je préfère dire une hypersensibilité alimentaire à IgG, qui donc va mener à une inflammation. Et puisque souvent on consomme le même aliment plusieurs fois par semaine, ça devient une inflammation chronique. Et tout ça donc se joue en périphérie et c'est là où en général donc les symptômes vont apparaître.
Donc, pour cela, il faut qu'il y ait une perméabilité intestinale augmentée. Donc, avec une perméabilité intestinale augmentée, vous avez des débris ou des fractions de protéines non digérées qui passent la barrière intestinale dans le sang. Vous avez la réaction immunitaire, la fixation de l'antigène. Et puis, vous avez deux cas de figure. Soit vous avez une destruction du complexe humain en circulation. Donc, dans ce cas-là, on va avoir des réactions systémiques, des symptômes systémiques peuvent être le cas, c'est-à-dire hypertension artérielle, carence en fer, augmentation du poids corporel, rétention d'eau et toutes ces choses-là. Tandis que si le complexe humain va se fixer dans un organe spécifique, ben vous allez avoir la destruction de l'organe, du complexe humain localement. Et cette oxidative burst, comme on l'appelle aussi en anglais, donc la libération de radicaux libres, de protéases, va pas seulement détruire le complexe humain, mais aussi va endommager le tissu environnant. Et à un certain moment donné, après quelques semaines ou mois, il y a des symptômes spécifiques qui vont apparaître. Donc, ça peut être des migraines, ça peut être des douleurs dans les articulations, ça peut être toutes sortes de problèmes spécifiques locaux. Donc, les jonctions serrées, en fait, ils gèrent la perméabilité intestinale. Elle est très sélective, donc il y a des protéines qui peuvent passer, il y a des substances qui peuvent passer, par exemple des médicaments ou d'autres. Mais en général, pour les aliments, donc, ils ne les laissent pas passer en tant qu'ils ne sont pas complètement digérés. Donc, ils sont responsables de la tolérance orale. Par contre, s'il y a des trous partout et si ça ne fonctionne pas correctement, eh ben on a le syndrome de l'intestin perméable. Là, je vais vous montrer une vidéo de cette application qui est vraiment fascinante. En fait, ce qu'on va voir, c'est des patients qui ont fait donc une endoscopie confocale, c'est-à-dire il y a le tube il y avait deux tubes, donc il y avait le tube avec la caméra et un autre tube où on pouvait donc injecter des antigènes alimentaires. Donc c'était des patients qui étaient tous diagnostiqués avec un côlon irritable. Et ce qu'on avait fait, c'est au préalable, on a injecté dans le sang un chromogène fluorescent. Et après, donc, on a fait l'endoscopie et on a injecté des extraits alimentaires. En fait, les extraits alimentaires qui ont été utilisés, c'était du gluten purifié, c'était de la levure, c'était des produits laitiers, donc de la caséine et le soja, je pense. Et ce qui était intéressant, c'est que les gens n'ont pas réagi de la même façon. Donc, il y en avait il y avait quelques qui ont réagi sur le gluten, l'autre non. Il y avait d'autres qui ont réagi sur les produits laitiers ou le soja. Donc, c'était quand même très individuel. Et là, donc, je vais essayer de montrer une vidéo. Excusez-moi, docteur. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bruit parasite. Est-ce que, je ne sais pas si vous touchez votre ordinateur ou vous touchez votre micro? Non, pas du tout. Non? D'accord. Bah, voilà, du coup, on va faire avec. En fait, c'était la même chose quand vous parliez. Hein, donc, D'accord. Bah, du coup, on va faire avec. Donc, désolée pour les bruits parasites. Je ne sais pas d'où ça vient, donc on va faire avec. Merci. oui. Donc, screen. Donc, voilà. Donc, ce que vous allez voir maintenant, donc c'est un résumé de 15 minutes sur 15 secondes, en fait. Et ce qu'on voit, c'est au début, c'est l'intestin grêle ou l'intestin normal, et après, donc on injecte un aliment, et vous allez voir qu'au bout de peu de temps, les jonctions serrées vont s'ouvrir et le liquide blanc, donc c'est le chromogène fluorescent, va sortir dans le lumen intestinal. Donc là, c'est normal. Et là, donc, on a injecté, et là, vous voyez que le chromogène va sortir.
Voilà, c'est complètement inondé. Donc, il y a une ouverture énorme des jonctions serrées et par donc l'aliment. Donc, ça veut dire qu'un aliment lui-même est capable donc d'ouvrir les jonctions serrées et oui, apporter une hypersororité alimentaire, une hyperperméabilité intestinale, ce qui veut dire que dans les deux sens, donc, on peut avoir un transfert. Donc, un aliment inapproprié va donc créer une hyperperméabilité intestinale qui va créer un environnement donc pro-inflammatoire. Un aliment va aussi donc créer un microbiote pro-inflammatoire parce que le microbiote est quand même principalement dépendant de ce qu'on mange. Donc on aura une dysbiose, on aura une perte de diversité et donc une inflammation intestinale. Donc ça va en plus perturber la barrière intestinale, ça va nous amener à une augmentation de l'hypersensibilité alimentaire, cela aura un impact sur l'hémostase, et donc tout ça c'est donc lié à l'alimentation, à l'inflammation chronique. Donc la solution est d'identifier les déclencheurs, donc avoir un test qui est fiable et qui soit donc capable d'identifier les déclencheurs alimentaires. La méthode de référence, c'est EmuPro. Pourquoi? Parce que c'est une méthode qui a fait ses fruits dans plus de 24 heures déjà maintenant. Donc c'est une approche hyper personnalisée. Votre résultat ne sert à rien pour votre collègue, votre ami ou votre conjoint. Donc, c'est très personnalisé. Et aussi, donc, à la suite, donc, post-test, donc le guidage post-test, il n'y a aucun test disponible sur le marché qui vous offre cette qualité comme EmuPro. Donc, regardons maintenant un petit peu les problèmes de santé féminine. Donc, d'abord, il y a l'infertilité et l'hypofertilité. Donc, l'infertilité, c'est principalement déterminé anatomiquement, tandis que l'hypofertilité, c'est effectivement lié à la maladie chronique. Donc, s'il y a des problèmes d'hypofertilité, bon, on a souvent, donc, ils peuvent être causés par des carences hormonales, un manque d'endorphines, ça peut avoir des causes chirurgicales, réduction de la formation du mucus, virilisation suite à une fatigue surrénale. Le psychisme peut y avoir un impact, et les infections, la malnutrition, bien sûr, et des facteurs immunologiques. Donc, et si on regarde les causes, comme par exemple le syndrome des ovaires polykystiques, donc qui sont liés à une alternation du métabolisme de l'insuline, dyslipidémie ou obésité, le fonctionnement hormonal, dérégulation, l'endométriose, les troubles psychosomatiques, le stress oxydatif, les syndromes métaboliques, diabète et tout ça, ben, ils ont tous en commun l'inflammation chronique. Donc, l'inflammation chronique, ce qui est important dans ce cas-là, c'est justement l'effet sur l'insuline. Donc, on a la TNF-alpha, qui est une des interleukines clés de l'inflammation. Ben, ils sont capables de bloquer les récepteurs d'insuline. Et donc vont amener à une résistance à l'insuline. Et la résistance à l'insuline va avoir comme conséquence une augmentation de la glycémie, une augmentation de la production d'insuline qui donc va transformer le glucose en graisse qui va être déposé dans le dépôt de graisse. Le dépôt de graisse lui-même, il est connu être un organe pro-inflammatoire. Pourquoi? Parce que lui-même, il produit de la TNF-alpha. Donc, quelqu'un qui est obèse, il est toujours sous syndrome inflammatoire, rien que par la graisse abdominale qu'il a. Et donc, en même temps, la graisse va libérer la leptine. La leptine, c'est une hormone qui nous dit on a assez d'énergie, on n'a pas besoin de nourriture, mais malheureusement, donc le TNF-alpha lui-même donc crée une résistance à la leptine. Donc le feedback au niveau du cerveau ne fonctionne pas. Il y a la libération
neuropeptide Y qui nous dit j'ai besoin d'énergie. Et donc c'est classiquement les gens qui 2 heures après leur repas commencent à grignoter quelque chose de sucré. Et donc on entre dans un cercle vicieux qui à la fin du compte donc va nous amener à l'obésité. Et c'est classiquement le cas des gens qui disent ben, j'ai toujours fait des exercices, je ne mange pas plus qu'avant, mais l'année dernière j'ai pris 7 à 6 kilos, je ne sais pas pourquoi. Et souvent, donc, c'est des intolérances alimentaires qui sont des hypersensibilités alimentaires qui sont en cause, qui bloquent justement donc les récepteurs d'insuline. Si on regarde maintenant les conséquences d'une résistance à l'insuline, bon, ils réduisent la production du sexual hormone binding globulin, donc l'hormone qui transporte les hormones sexuels. Il y a une augmentation de la LH et de la testostérone libre. Il y a une diminution de l'hydroxyprogestérone. Il y a une synergie avec l'IGF-1 qui donc nous donne une hyperandrogénie. Et tout ça, c'est une cause du syndrome des ovaires polykystiques. Donc, il y a un lien direct entre les troubles hormonaux avec l'insuline, l'inflammation chronique et le syndrome des ovaires polykystiques. Dans un grand cabinet d'IVF, en fait, donc de fertilisation in vitro en Allemagne, donc on a le médecin, il a pratiqué toujours des tests IMUPRO avant de faire la fertilisation in vitro. Et donc, dans 30% des cas avec endométriose, les femmes sont devenues enceintes après 6 à 9 mois. 60% qui souffraient du syndrome des ovaires polykystiques sont devenus enceintes. Et aussi pour les hommes qu'il faut toujours aussi regarder en cas de hypofertilité, 40% des hommes avec des spermatozoïdes insuffisants ont donc pu regagner des spermatozoïdes suffisamment fertiles en termes de quantité et de qualité. Un autre sujet, c'est la migraine. Donc, on sait que bon, on a beaucoup de cas individuels, bien sûr, de personnes qui ont fait le test pour leur migraine, mais on a aussi donc fait des études cliniques dans 2 universités et on les a publiées. Et donc, la première, c'était une publication, donc une étude en double aveugle, randomisée et en crossover, donc c'est-à-dire les gens ont fait le test. Ils ont été divisés en 2 parties, en 2 groupes, et les uns ont reçu les bons résultats, les autres un résultat non correct. Donc ceux qui ont reçu le résultat correct, bon, ils ont éliminé jusqu'à 50% leur migraine, les autres n'ont pas eu de succès, et puis on a changé. Et donc ceux qui étaient dans le groupe IMUPRO avant, donc avec une amélioration des symptômes, ils ont fait des rechutes, et l'inverse, les autres se sont améliorés. Dans l'autre étude, on a regardé la migraine et le côlon irritable, parce que souvent ils vont de pair, et on voit aussi que dans les 2 groupes, on a eu donc 45 à 50% d'amélioration. Donc, encore une fois, c'est une preuve de la pertinence des IgG dans ces maladies. Dans une autre étude qu'on vient de publier, on a comparé le concept IMUPRO avec un régime FODMAP, aussi donc, pour des personnes atteintes du côlon irritable. Et donc, là, vous voyez les résultats. Donc, pour les douleurs abdominales, le concept IMUPRO, on a eu 86% d'amélioration. Sur les symptômes de comorbidité, c'est-à-dire ça peut être fatigue, ça peut être d'autres syndromes, on avait 95% d'amélioration, soit donc en total 91. Pour le régime FODMAP, pour les problèmes abdominaux, donc on a eu 38% d'amélioration, ce qui est tout à fait en ligne avec toutes les autres publications qu'on trouve sur le FODMAP. On tourne toujours entre 30 et 40%. Par contre, pour les symptômes de comorbidité, il n'y avait pas d'amélioration du tout. Et donc,
en tous, bon, il y avait encore d'autres sous-classes, on avait environ 46% d'amélioration de symptômes. Le régime alimentaire de contrôle qu'on avait implanté, bon là, il n'y a pas eu de changement du tout. Souvent, on nous reproche que ces évictions alimentaires peuvent créer des carences micronutritionnelles ou nutritionnelles. Et là aussi, donc, on a regardé un petit peu dans la méthode IMIPRO et le régime FODMAP, comment l'apport des macro et microaliments ont changé. Et donc, avec la méthode IMIPRO, on a eu donc une augmentation des acides gras monoinsaturés. On a eu un apport augmenté des acides gras polyinsaturés. On avait une augmentation des fibres. On avait une augmentation de la vitamine A, D et E, du magnésium, du fer et du iode. Par contre, il y a un apport diminué en cholestérol, en glucides, en vitamine C, B2, en folate et calcium. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Donc si on fait des régimes IMIPRO, parfois donc de substituer ces vitamines-là. Par contre, dans un régime FODMAP, on avait aussi un apport augmenté des mono et des polyinsaturés, acides insaturés, mais aussi du cholestérol et du calcium. Par contre, si vous voulez, les apports diminués, il était beaucoup plus important. Donc, il y avait un manque d'énergie, un manque de fluide, un manque de glucides, un manque de fibres alimentaires, un manque de vitamine A, D, E, C, B1, B2 et B12, du folate, du magnésium, de fer et du iode. Donc, un régime FODMAP est effectivement un régime qui peut créer des carences alimentaires, au contraire du test IMIPRO. Non. Une des raisons pourquoi le test IMIPRO ne peut pas créer peu de carences nutritionnelles, c'est le concept de la rotation. Je vais en revenir un peu plus tard, mais ça, c'est en fait la clé pour éviter des carences micronutritionnelles. Dans une étude qu'on a fait tout au début, là, au Luxembourg, dans mon labo, on avait regardé donc l'amélioration des symptômes sur le côlon irritable. Donc là aussi, donc, on a pratiquement le même résultat que dans l'étude qu'on a fait à l'université, donc 90% d'amélioration. Et on a aussi regardé sur la dépression, l'hyperactivité, l'agression, l'anxiété et des problèmes de concentration. Et là, quand j'ai fait le calcul, je me disais non, c'est pas vrai, là, c'est pas possible, tu dois avoir fait une erreur de calcul. J'ai recalculé plusieurs fois et effectivement, donc c'était comme ça. Donc il y avait une disparition environ de 40% des dépressions. Il y avait des améliorations jusqu'à 55%. Ce qui nous donne effectivement un score qui est très, très proche du score du côlon irritable. Et à la fin du compte, ce n'est pas si surprenant parce que l'intestin, donc les conditions intestinales, ils sont extrêmement importantes quand on parle de troubles du comportement. Donc, on sait qu'il y a l'axe intestin-cerveau qui est hyperactif et que si on traite l'un, on traite aussi l'autre. Et la raison, elle est relativement simple. Donc, lors de l'inflammation, donc, vous avez donc les interleukines pro-inflammatoires qui sont libérées, qui vont avoir un effet sur l'axe hypothalamo-hypophyso-surrélien, qui, à ce niveau-là, on a la production d'une enzyme qui s'appelle IDO. IDO, c'est indolamine 2,3-désoxygénase. Et en fait, ce qu'elle fait, elle transforme le tryptophane en kynurénine. Donc, le tryptophane, il va manquer pour produire de la sérotonine. Et si vous n'avez pas de sérotonine, eh bien, vous allez avoir des états dépressifs. En même temps, si vous n'avez pas de sérotonine, vous n'allez pas avoir de la mélatonine. Pareil, l'inflammation va avoir comme conséquence une augmentation du cortisol. Le cortisol qui est l'antidote en fait, de la mélatonine, donc ça va nous apporter à une diminution de la mélatonine et donc de donner une insomnie. Et l'insomnie et la dépression, bon, il s'aggrave
habituellement, donc, c'est des personnes qui ont vraiment des problèmes. D'un autre côté, la kynurénine, elle est neurotoxique, et il y a pas mal de publications qui montrent maintenant que c'est ce métabolisme de la kynurénine qui est donc responsable aussi de la sclérose de la MS, donc la sclérose en plaques, et aussi de l'ALS. Donc, quels sont les aliments les plus incriminés? En fait, c'est bien sûr aussi, on le sait bien, c'est le gluten. Et pourquoi? Eh bien parce que le gluten a des réactions croisées avec pas mal de tissus humains. Donc, si on regarde, si on a des anticorps anti-gliadine, ben, on a aussi des anticorps anti-GAT64, donc, qui va perturber le métabolique glycidique. Ils vont attaquer les glandes surrénales. La protéine de base de myéline, les ostéocytes, les synapsines, des peptides myocardiques, des peptides ovariens, la peroxydase thyroïdienne, donc Hashimoto, aussi des peptides testiculaires, les îlots du pancréas et des cellules pariétales. Donc, on sait bien que si on a un maladie cœliaque, par exemple, ben, il y a souvent d'autres maladies auto-immunes qui sont associées. Et la raison, c'est qu'il y a une réaction croisée entre la gliadine, le gluten, donc, et les anticorps anti-gliadine et ces tissus-là. Autre possibilité de complications pendant la grossesse, c'est que les enfants sont à risque de développer des problèmes de santé mentale tels que schizophrénie. Il y a des fausses couches, il y a des naissances prématurées, il y a une mort de naissance ou un enfant anémique avec très faible de poids. Il y a une diminution d'absorption des nutriments et des troubles du tractus gastro-intestinal qui peuvent devenir chroniques chez l'enfant. L'inflammation sur les neurotransmetteurs sont donc, encore une fois, l'inflammation va au début créer une augmentation du cortisol jusqu'à la fatigue surrénale où le cortisol va être abaissé et donc qui va nous amener à un burn-out. Mais aussi, donc, il diminue la DHA, la dopamine, la noradrénaline, l'adrénaline et la sérotonine. Donc, tout ça, donc, va nous amener à des problèmes psychiques très, très importants. Il y a encore autre chose qui est intéressant à signaler pour le gluten et la caséine, c'est les gluténomorphines et la casomorphine qui peuvent être libérées suite à une déficience en DPP4, donc une enzyme qui décompose le gluten et la caséine, et donc qui vont se fixer sur les récepteurs opioïdes et qui génèrent en fait des symptômes très semblables à la drogue, à la morphine. Et surtout si on est constipé, donc la constipation est très très souvent liée à ce problème d'exorphine lié au gluten et la caséine. Et pour ça, donc, on a aussi un test à vous proposer. C'est le test Uripep, qui dose donc justement ces exorphines dans les urines. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'aller plus dans le sujet, mais sur le site Intol Santé, là, vous allez avoir donc toutes les informations sur ce test. L'inflammation va aussi donc activer la monoamino-oxydase A qui dégrade la dopamine, noradrénaline, adrénaline et sérotonine. Elle va, comme je vous l'ai dit, activer la IDO qui décompose la tryptophane et donc au niveau de la sérotonine. Donc les neurotransmetteurs donc, vont fortement être impactés par l'inflammation. Et là aussi, donc, on a un autre test qui peut être très intéressant. Aussi, vous le trouvez sur le site pour nutrition santé, c'est le test Neurospot. Dans le test Neurospot, on détermine donc la concentration de neurotransmetteurs présents. Et donc, si vous avez des micronutriments, par exemple, si vous traitez avec des micronutriments
nutriments, justement ceux qui manquent. Donc, vous pouvez donc les choisir de façon très individuelle et très ciblée, et donc pour améliorer donc l'état des neurotransmetteurs. Et c'est aussi un outil de suivi de traitement très intéressant. Autre sujet, Hashimoto, thyroïdite auto-immune. Donc là, je remercie le docteur Mussy de Paris qui nous a donné ces cas-là. Donc, dans le premier cas, il s'agit donc d'une femme qui a été diagnostiquée en mars 2016 avec un Hashimoto. Et là, vous voyez donc les valeurs. Donc, le TSH à 5,69, un anti-TPO à 684 et un anti-TG à 188, 9. En octobre, donc, il a vu en premier lieu en septembre. En octobre, les valeurs ont encore augmenté. Bon, il a changé le traitement avec, c'était l'évothyrox au début, je crois, et il a changé sur Euthyral. Donc, il a améliorer donc la TSH, mais les anti-TPO, les anti-TG ont quand même augmenté et les symptômes persistaient. En novembre, donc, il a fait le test ImuPro. En février, bon, la TSH était toujours bonne, mais déjà, les anti-TPO ont diminué à un tiers. La TG a légèrement encore augmenté. En avril, les anti-TPO sont complètement partis, les TG sont diminués, et en juin, donc, même les TG donc, sont complètement partis. Mais ce qui était important, c'est qu'il y avait disparition des symptômes dans les 2 semaines après le changement nutritionnel. Bon, pourquoi on a ces effets vraiment incroyables sur la thyroïdie? Ben, c'est très simple. Donc, on dit toujours que c'est une maladie auto-immune, mais et l'anticorps de guide, c'est l'anti-TPO. Maintenant, l'anti-TPO, c'est un antigène qui est intracellulaire. Donc, un anticorps ne peut pas pénétrer la paroi de la cellule. Donc, ces valeurs ici ne sont pas liées aux anti-TPO qui détruisent la cellule ou les cellules de la thyroïde, parce que c'est pas possible, parce qu'ils ne voient pas l'antigène. Donc, mais ce qui se passe, c'est que les complexes humains circulants, ils vont se fixer sur les tissus sensibilisés de la thyroïde, ils vont être détruits de l'extérieur. Et cette destruction de l'extérieur va amener la cellule à libérer donc, son contenu, notamment les TPO. Et c'est là où le système immunitaire va les reconnaître et va donc les attaquer. En fait, ce n'est pas une maladie auto-immune, mais c'est une destruction extérieure de la thyroïde par des neutrophiles induites par un autre type d'inflammation. Et si on enlève donc ces complexes humains circulants, en enlevant tout simplement l'alimentation qui est en cause, eh ben, ces attaques ne vont plus se passer et il n'y a plus de libération d'anti-TPO. Et au bout de quelques mois, ces anticorps ils vont disparaître. Et si vous voyez là, donc après 5 à 6 mois, donc il n'y a plus rien du tout. Et donc, c'est clair que c'est l'effet du régime ImuPro. Là, on a un autre cas, donc c'est aussi un Hashimoto, mais qui était connu de 15 ans, depuis 15 ans. Et l'hormonologue traitant, le médecin traitant, il était très content parce que la TSH, elle était à 0,55. Donc, il disait son traitement est bon. Par contre, l'anti-TPO était à 2509. Et la patiente souffrait énormément, donc il y avait beaucoup de problèmes digestifs, migraines, fatigue, raideur, et ainsi de suite. Donc, après avoir fait le test ImuPro, 2 mois plus tard, ben, il n'y avait plus aucun symptôme, et 6 mois plus tard, sa anti-TPO a diminué de plus de 90%. Et même aussi la TSH, elle est encore plus basse. Donc, déjà, donc, vous voyez aussi, donc, on peut vraiment aider des gens, même après une souffrance de plus de 15 ans.
Voilà, de quoi est-ce qu'on parle? On parle des tests IMUPRO. Donc, on a 6 tests au choix, allant de 22 aliments jusqu'à 270. On a aussi donc des tests Uripep, Neurospot et la DAO, donc l'intolérance à l'histamine, qui elle aussi est très intéressante dans le sujet de la santé féminine, parce que les problèmes ou douleurs menstruelles sont souvent liées donc à une libération excessive de l'histamine. Donc lors du saignement, il y a énormément d'histamine qui est relâchée, et l'histamine va faire donc une contraction de l'utérus qui va amener à des douleurs donc au niveau de l'utérus lors de la menstruation. Il faut savoir que lors de la grossesse, le taux de la DAO va augmenter de 10 000 fois. Donc, vous allez avoir des taux de DAO qui sont jusqu'à 10 000 fois plus hauts que si vous êtes sans grossesse. Et justement, c'est pour éviter la contraction de l'utérus. Donc dans ce cas-là, c'est protecteur pour l'enfant. Et si on a une déficience en DAO, donc on peut avoir ces problèmes-là. Les autres problèmes sont des hypotensions artérielles, des transpirations excessives la nuit, des démangeaisons, donc des problèmes au niveau de la peau. Et la bonne chose, c'est qu'il y a un complément alimentaire justement qui peut substituer cette DAO. Et dans mon labo, j'avais une technicienne qui avait justement ces problèmes-là de douleurs menstruelles. Et donc, je lui ai donné 6 tablettes de DAO et c'était fini, donc il n'y avait plus de problème. Donc, le concept IMUPRO, donc, il a 3 bases. Donc, la première, bien sûr, c'est l'identification de l'antigène par le test. Puis, donc, il y a la phase éliminatoire, il y a la phase de provocation et la phase de stabilisation. Dans toutes les phases, on a le principe de la rotation. Et ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant et d'hyper important. Parce que la rotation garantit donc une alimentation variée avec tous les micronutriments nécessaires et évite donc la monotonie alimentaire. Donc réduit le risque environnemental, donc des aliments contaminés par des facteurs de l'environnement tels que nitrate, glyphosate, de métaux lourds. Donc si vous mangez toujours la même salade du même producteur et qu'elle est contaminée, bon, vous avez un risque de vous contaminer avec ces contaminants. Si vous changez de salade et de producteur, souvent donc ce risque est diminué. Ça évite aussi des erreurs nutritionnelles involontaires. Donc, c'est-à-dire si vous ignorez que ce que vous mangez contient un aliment interdit. Donc, je vais vous montrer un exemple. Et ça évite aussi l'apparition de nouveaux IgG pour des aliments nouvellement introduits. Donc, je peux vous dire, moi, j'ai évité tout au début donc, les produits laitiers. Je les ai échangés un par les produits de soja. Mais malheureusement, au bout de 6 mois, j'étais positif au soja. Donc, c'était pas bon. Donc, c'est là où j'ai appris que la rotation est vraiment importante. Et depuis, donc, ça n'avait plus arrivé. Donc, la rotation, c'est-à-dire je mange quelque chose le jour 1, mais je ne le mange pas pendant les 3-4 jours qui viennent, mais juste au 5e jour, j'ai le droit à le manger. Et sinon, donc, si vous faites cette rotation, vous avez toujours une alimentation équilibrée. Voilà comment se présentent les résultats. Donc, le résultat, donc, il est doté en vert, en orange et en rouge. En vert veut dire c'est un aliment qui est autorisé, c'est-à-dire il n'y a pas de présence excessive d'IgG. En jaune veut dire bon, il y a une augmentation des IgG, mais à des taux modérés. Et le rouge veut dire qu'il y a effectivement beaucoup d'IgG présentes dans le sang. Est-ce que c'est important de le savoir? Oui, je dis oui ou non. Non, probablement, ce n'est pas très important de savoir, mais les gens veulent le savoir. Mais ce qui est important, c'est que si vous avez des IgG élevés ou fortement élevés, la conséquence est la même. Il faut les éviter de façon stricte parce qu'il n'y a pas
de corrélation directe entre le taux d'IgG mesuré et des symptômes présents. Donc, je peux vous dire mon cas. Moi, j'ai eu des IgG contre le gluten élevés, donc, mais pas trop. Mais par contre, le symptôme qu'il me provoquait, il était énorme. Donc, j'avais des tendinites pendant 2 ans, et grave comme tout. J'ai fait tout ce que vous pouvez vous imaginer comme traitement. Rien n'a marché, sauf l'éviction du gluten. Quand j'ai évité le gluten, au bout de 2 semaines, j'avais plus de douleur. J'ai fait des évictions donc pendant 3 semaines, et puis je l'ai réintroduit. Et 1 jour et demi plus tard, donc réaction retardée, les douleurs étaient présentes. Et donc, j'ai répété ça pendant 3 fois pour être vraiment sûr. Et à chaque reprise, c'était le cas. Et donc, j'ai évité le gluten pendant au moins 2 ans. Pendant ces 2 ans, je n'ai pas eu de problème au niveau des tendinites. Et donc, mes anticorps sont complètement disparus. La sensibilité tissulaire a disparu. Et maintenant, quand je mange du gluten, je n'ai plus de problème. Donc, si j'aurais continuer à manger comme souvent le disent nos concurrents, si c'est élevé ou modérément élevé, bon, il faut réduire, ça n'aurait rien apporté. Je vous dis, quand c'est positif, il faut les éviter de façon stricte. Pour pas trop impacter les personnes, donc on a dit, on fait ça pendant environ 5 semaines. Ce qu'on va voir, c'est qu'on voit une première amélioration après 3 jours. Donc, vous allez perdre du poids jusqu'à 2 kilos. En fait, c'est de l'eau qui est relâchée suite causée par l'inflammation. Au bout de 3 jours, cette eau est relâchée et vous allez perdre jusqu'à 2 kilos. La plupart des symptômes vont disparaître dans les 3 semaines à venir. Et pour certains, donc, ça peut prendre un peu plus longtemps. Ou si vous ne respectez pas très bien l'éviction, bon, aussi les symptômes peuvent persister plus longtemps. Tenez un journal, donc essayez de tenir un journal pour savoir ce que vous avez mangé, parce que ça permet aussi de mettre en œuvre plus facilement la rotation. C'est aussi, le plus que c'est précis, c'est mieux. Vous tracez aussi votre poids corporel, parce que là aussi, je peux vous dire mon cas. Donc, quand j'ai fait l'éviction alimentaire correctement, ben, j'ai eu une courbe bien homogène de perte de poids, jusqu'à un jour où je mangeais une glace qui contenait donc des allergènes que je ne pouvais pas manger, et le lendemain, j'avais 2 kilos de plus. Donc, encore une fois, ça remonte la rétention d'eau suite à l'inflammation. Et donc, si votre patient fait ça, donc c'est très, très simple de rechercher les causes, pourquoi il y avait cette rechute ou ça ne marche pas. Donc, les allergies cachées, donc il faut faire attention. Donc, par exemple, vous achetez des country potatoes, donc des pommes de terre. Vous croyez que de manger des pommes de terre, mais en fin de compte, vous mangez du gluten parce qu'ils contiennent de la farine de blé, ils contiennent de la levure et ils contiennent pas mal d'autres choses. Donc, faites attention, il faut toujours lire les étiquettes, la liste des ingrédients, parce que souvent, donc, il y a des allergènes cachés dans un aliment qu'on pense être pur. Donc, l'élimination, je l'ai dit, on l'a fait environ 5 semaines, parce que puisqu'on sait qu'après 3 semaines, en général, les gens se sont stabilisés, les symptômes sont disparus. Puisque pas tous les IgG positifs sont des déclencheurs, donc tout simplement, ce ne sont pas des faux positifs, mais ça se peut que vous êtes sensibilisé, par exemple, par un pollen, et qu'il y a beaucoup de pollen qui partagent leur antigène avec des aliments, mais lors de la cuisson ou lors de la digestion, cet antigène est détruit. Donc, dans ce cas-là, on trouve quand même des IgG parce qu'il est présent, mais il n'a pas de signification clinique parce que l'antigène, après la cuisson ou la digestion, n'est plus présent. Donc, pour éliminer donc ces non-déclencheurs, donc on peut faire un test de provocation, c'est-à-dire on mange un aliment qui a été évité
pendant les 5 semaines ou 3 semaines auparavant, on mange un aliment, on en mange assez, donc pas juste un petit coin, mais assez. Les anticorps sont encore présents, donc il n'y a pas de souci au niveau de ça. Et donc, s'il y a une augmentation de poids, donc rétention d'eau, ou s'il y a un symptôme qui revient dans les 3 jours suivants, alors là, ça veut dire que c'est un aliment déclencheur. Donc, et si ni vous voyez une augmentation de poids, ni un symptôme qui apparaît, donc c'est un non-déclencheur, et donc il peut être introduit de façon en rotation dans votre alimentation. De cette façon-là, vous allez, disons, vous avez une vingtaine d'aliments qui sont sortis, et après la provocation, il y a peut-être encore 5 à 6 qui sont cliniquement significatives qu'il faut donc éviter pendant au moins un an. Ça ne veut pas dire que les autres sont des faux positifs, mais c'est juste qu'au niveau clinique, ils sont plus actifs. Bon, il y a 2 façons de procéder. Soit vous procédez avec des aliments donc, avec des taux d'IgG faiblement augmentés, et puis vous continuez avec ceux qui sont fortement augmentés, ou bien ce que moi donc, je recommande, c'est de commencer avec des aliments préférés. Parce que c'est souvent les aliments préférés qui sont en cause, et comme ça, vous savez si c'est le chocolat ou pas, ou si c'est le pain ou le fromage qu'il faut éviter. Voilà, bon, ça, j'avais déjà dit. Et donc, à qui s'adresse ImmuPro? À quasiment tout le monde qui a des problèmes chroniques pour lesquels donc, on ne trouve pas de raison clair. Donc, ça peut toucher des problèmes gastro-intestinaux, l'obésité, l'infertilité ou l'hypofertilité, l'asthme, toute maladie auto-immune, le diabète, les douleurs chroniques, les maladies métaboliques, migraines, eczéma, endométriose, syndrome des ovaires polykystiques. On utilise beaucoup en médecine de sport pour augmenter donc les performances, et bien sûr aussi pour les dépressions et en médecine préventive. Donc, si les traitements précédents, selon les directives légales, n'ont pas été couronnés de succès, pensez peut-être à des aliments. Voilà. Et pourquoi choisir ImmuPro? Voilà, vivez une vie plus saine parce que ça marche, c'est précis et c'est individuel. Donc, pour plus d'informations ou pour commander les tests, je vous prie de vous... voilà, vous avez rendez-vous sur le test www.immupro.fr. Voilà, merci, c'est la fin de ma présentation et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, docteur, pour cette présentation qui était très poussée, très riche. Je pense que ça donne pas mal d'informations. On a eu quelques petites questions que j'ai répertoriées, donc on va y revenir juste après. Je vais prendre peut-être juste quelques instants ici pour présenter SimpliCure à ceux qui ne connaîtraient pas encore. Donc SimpliCure, c'est une plateforme qui va regrouper différents laboratoires pour que, en tant que praticien, en tant que professionnel de la santé, vous puissiez regrouper vos recommandations en ayant un seul endroit pour avoir les compléments souhaités. Donc aujourd'hui, on regroupe plus de 130 laboratoires avec plus de 2000 références. Donc autant dire qu'il y en a vraiment pour tous les et pour tous les besoins. Les avantages pour vous en tant que praticien, ça va être évidemment de pouvoir regrouper toutes vos recommandations, qu'il y ait une meilleure compliance au niveau de votre patient, puisqu'il va avoir un seul endroit où commander, un seul colis à recevoir. Donc, je vais peut-être prendre quelques instants pour vous montrer comment ça se passe au niveau de la plateforme. Donc très concrètement, quand vous allez être sur le site de SimpliCure, vous allez pouvoir vous créer un compte tout simplement au départ. Et puis alors ici, vous allez pouvoir créer des recommandations.
simplement vous donner les coordonnées de votre patient pour qu'il puisse recevoir l'information. Et puis, vous allez pouvoir sélectionner, ajouter des produits à votre recommandation. Évidemment, pour chercher parmi les plus de 2300 produits, vous avez différents filtres qui vous permettent de découvrir et de chercher ce dont vous avez besoin, que ce soit par marque de laboratoire, par objectif santé ou en incluant ou excluant différents compléments. Donc voilà, vous l'ajoutez à votre recommandation. Vous spécifiez la posologie et la durée de la cure pour que votre patient ait toutes les informations nécessaires. Et puis, simplement, vous envoyez la recommandation en utilisant le lien ici ou en envoyant directement, automatiquement, par mail. Vous allez pouvoir aussi accéder à l'académie qui regroupe tous les webinaires qu'on fait, plus ou moins 1 ou 2 par semaine, dont notamment le replay du coup de celui d'aujourd'hui. Alors, je me remets en présentation. Et je vais vous partager ici un lien direct pour pouvoir vous inscrire sur SimpliCure si ce n'est pas encore fait. Et un de mes collègues, du coup, prendra contact avec vous pour vous présenter un peu plus en détail la plateforme. Alors, je vais maintenant passer aux questions. Oui, évidemment, si vous souhaitez vous inscrire au prochain webinaire, c'est aussi possible via la plateforme. Docteur, vous êtes prêt pour les questions? Oui, peut-être vous montrer encore la bannière avec la remise. Oui, tout à fait. Donc, pour accéder directement au site d'ImuPro, dont le docteur nous parlait, vous pouvez aussi cliquer directement sur le lien qui apparaît. Alors, par rapport aux questions qu'on a eues, la première était comment savoir quelles sont les interleukines prédominantes? Oui, dans quel contexte? Alors, c'était au tout début. J'imagine que du coup, ça va être en faisant un des tests que vous proposez. Oui, ça, on ne le sait pas. Donc, en soi, on ne le sait pas. Donc, on devrait les tester si vous voulez. Donc, mais c'est-à-dire que, bon, si vous êtes plutôt allergique, c'est plutôt donc les TH2 qui sont présents. Sinon, bon, c'est l'environnement, disons, dans l'intestin qui détermine quelles sont les interleukines présentes. Donc, ce que j'ai présenté, c'est quelle est la conséquence des interleukines qui sont présentes. Comment dire qu'elles sont présentes? Si vous avez donc un intestin inflammé, donc c'est plutôt les TH17 qui sont présents. Si vous êtes plutôt, si vous savez que vous avez un terrain allergique, donc c'est plutôt les TH2 qui sont présents. Je ne sais pas s'il y a des tests spécifiques pour doser les interleukines dans les selles, par exemple. Je ne pense pas. D'accord, ok. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a certains aliments qu'on a l'habitude de manger qui peuvent déclencher une intolérance alors que ce n'était pas le cas avant, ou une hypersensibilité? Oui, justement, parce que je peux vous donner un cas très précis. Par exemple, c'était un homme de 58 ans, je pense qu'il avait. Il s'est présenté chez nous au labo avec une diarrhée chronique. Donc, tout a commencé il y a 3 semaines, ou il y a un mois, où il y a eu une diarrhée aiguë, donc avec fièvre, avec pas mal de problèmes, qui est passé après une semaine, ça s'est réglé soi-même. Et puis donc, après 3 semaines, il a commencé à avoir des diarrhées chroniques. Et il ne trouvait pas la solution. Il était dans 2 hôpitaux universitaires, à Maastricht et en Allemagne. Ils n'ont rien trouvé. Il est venu dans mon labo avec un dossier de 3 cm d'épaisseur. Moi, je dis, c'était tout au début. Hein. Mais c'était son généraliste qui l'a dit, bon, on va aller le voir là-bas parce que peut-être ils peuvent t'aider. Et bon, quand j'ai vu tout ce qui a été fait, j'étais vraiment pas... je ne savais pas si on pourrait faire, mais donc il a insisté, donc on a fait le test, et en fait, il s'est avéré qu'il était hyper sensible à l'ananas. Et donc, mais pas au gluten, pas aux œufs, pas à la levure, donc pas les classiques, mais l'ananas. Donc, je l'ai appelé, j'ai dit, écoutez, c'est ça ce qu'on a trouvé.
Ah oui, oui, il dit, mais effectivement, donc je mange de l'ananas pendant 17 années dans mon petit déjeuner. Oui, j'en consomme beaucoup. Et voilà. Et là, donc, c'est clair ce qui s'était passé. Donc, jusqu'à présent, il a bien toléré son ananas, mais à cause de cette perméabilité intestinale importante lors de sa diarrhée aiguë, donc son système immunitaire a reconnu donc l'ananas comme agresseur, comme antigène, et il a développé des anticorps. Et ce qui est énorme, c'est le laps de temps. Donc, 3 semaines après sa diarrhée, il commence à avoir une diarrhée chronique. Et c'est justement le temps dont on a besoin pour produire des anticorps. Donc, quand vous faites une vaccination, c'est à partir de 2 à 3 semaines que vous êtes protégé. Et donc, le lien entre l'ananas et les IgG contre l'ananas était pertinent. Et donc, il a éliminé l'ananas de son alimentation. Au bout de 3 jours, sa diarrhée s'est arrêtée. Et puis, après 3 semaines, j'ai dit, maintenant, tu vas en manger une pour voir si ça revient. Et voilà, vous pouvez vous imaginer, un jour après, il a eu sa diarrhée à nouveau. Donc, voilà. Pourquoi? Donc, parce qu'il y a des événements qui créent que votre perméabilité intestinale a été perturbée de façon importante. C'est ça. Si vous avez pris des antibiotiques, par exemple, ou si vous avez eu une infection ou je ne sais pas quoi, qui a créé que d'un moment à l'autre, vous allez avoir un problème avec cet aliment-là. Donc, la perméabilité intestinale, c'est la clé, en fait, la plus importante pour développer donc, des hypersensibilités alimentaires. Ok, merci pour cette réponse claire. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y ait des hypersensibilités et que les résultats montrent alors que c'est un aliment qu'on ne consomme pas? Oui, donc ça, c'est ce qu'on appelle une réaction croisée. Donc, là aussi, donc, par exemple, on a eu une patiente qui était souvent, donc, les gens présentent des réactions contre le homard ou l'huître, mais ils disent, bon, je ne peux pas me le payer, je n'aime pas les huîtres. Donc, voilà, mais c'est le même antigène que dans les dermatophagoïdes, donc dans les acariens. Donc, si vous avez des dermatophagoïdes, une réaction contre les dermatophagoïdes, c'est la tropomyosine. Et donc, dans tous les crustacés, vous trouvez le même antigène, la tropomyosine. Si vous regardez les acariens, vous regardez un homard, en fait, il y a une différence de taille, mais l'homard, en fait, c'est un insecte de la mer. Donc, c'est la même protéine qui est présente dans les crustacés, les moules, le calamar, que dans un dermatophagoïde. Donc, dans ce cas-là, si on a ce problème-là, par exemple, j'ai dit, changez votre matelas, votre coussin, vous mettez un drap anti-acarien et souvent, ça règle déjà le problème. D'accord. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour interpréter les résultats? C'est en trouvant l'aliment qui est associé, qui a le même... Oui, mais aussi, il y a aussi, par exemple, les pollens. Donc, si vous réagissez avec des IgG contre un pollen, ce qui aussi explique la fatigue printanière. Hein. Donc, la fatigue printanière, c'est souvent une réaction IgG contre des pollens. Donc, bon, le bouleau, l'armoise et tout ça, donc, ils ont des réactions croisées très, très importantes pour des aliments. Et certains sont cliniquement significatifs, certains ne le sont pas parce qu'ils sont digérés. Ça dépend si l'antigène est résistant à la température, par exemple, ou pas. Et bon, pour le trouver, donc là, on a des tableaux très, très explicatifs qui montrent quelles sont les réactions croisées possibles. D'accord, ok. Donc, les tests ImuPro, ce sont bien des tests sanguins? Oui, donc on peut le faire sur sang, donc sur sérum, ou sur du buvard, donc c'est-à-dire sur sang capillaire. Donc les petits panels, on peut les faire sur sang capillaire. Le grand panel de 270, il faut avoir une prise de sang, effectivement. D'accord. Et alors, qui peut prescrire ces tests? Chacun peut les prescrire. Bon, les tests ne sont pas remboursés, donc il n'y a pas de souci. Donc, il y a pas, ouais, Oui. chacun peut le faire, oui.
En haut, on D'accord. peut aussi, même, il y a aussi des labos. Bon, ça dépend un peu des pays, mais par exemple, au Luxembourg, il n'y a aucun souci. Vous pouvez vous présenter au labo, demander l'analyse, hein. Je pense qu'en Belgique, c'est pareil. En France, c'est un peu plus difficile. Donc, mais on peut aussi donc, vous procurer quasiment donc, une demande de prise de sang. Ok. Est-ce que c'est autant adapté, parce qu'ici on a parlé plus de la santé féminine, mais autant adapté pour femmes, hommes, enfants aussi? Oui, tout à fait. Donc là, aujourd'hui, c'était le sujet de la femme, mais euh, c'est euh, c'est possible pour tout le monde et surtout les enfants. Donc, pour les enfants, donc, ce qu'on ne veut pas faire, c'est des enfants en dessous d'1 an. Donc, si vous avez des enfants qui souffrent de problèmes de peau et d'autres, hein, donc dans ce cas-là, on dit plutôt de tester la mère parce que la mère va transmettre tous ses anticorps lors de la grossesse à l'enfant. Et donc, ce qu'on a vu dans le passé, qu'il y a 95% d'homogénéité de la mère et l'enfant. Et si vous traitez donc l'enfant selon le profil de la mère, vous avez gagné. C'est plus simple parce que pour l'enfant, donc à partir de 6 mois, les anticorps commencent à disparaître et il va produire ses propres anticorps. Et ça peut donc être une petite fenêtre diagnostique qui n'est pas bonne. Donc le sérum de la mère est mieux dans ce cas-là. Après, donc l'enfant, donc il a fait ses anticorps et c'est plus simple. Aussi parce que les enfants, les jeunes, ils sont vaccinés, ce sont des multivaccinations et ça pourrait, ça génère en tout cas des anticorps moins spécifiques au début et ça pourrait perturber les résultats. Donc, pour des très jeunes enfants, c'est mieux de tester la mère. D'accord, oui. Et ensuite, à partir de 1 an, c'est... Et à partir d'un ou 2 ans, c'est très fiable de tester l'enfant, oui. D'accord, ok. Vous avez parlé d'éviction, du coup, alimentaire. Est-ce que c'est une éviction qui a à faire à vie? Est-ce que cet aliment déclencheur reste déclencheur à vie? Ça dépend un petit peu de l'aliment en cause. Il y a des aliments ubiquitaires comme le gluten, la levure, les œufs, principalement, euh, qui sont difficiles à éviter, disons, de façon correcte pendant 2 ans. 2 ans parce qu'il y a des cellules mémoire, donc c'est des lymphocytes B mémoire qui gardent l'information que tel et tel antigène n'est pas bon. Et donc, eux, ils ont une durée de vie d'environ 1 à 2 ans. Donc, si vous arrivez à éliminer un aliment pendant 1 à 2 ans de façon stricte, ces cellules vont mourir et vous allez retolérer l'aliment. Donc, l'anticorps lui-même, il va partir. Donc, si vous faites une éviction correcte, après 6 mois, 6 à 9 mois, l'anticorps est parti. Donc, mais la cellule mémoire va être là pendant plus ou moins 2 ans. Donc, si vous recommencez trop tôt à réintroduire les aliments de façon régulièrement, vous allez garder vos hypersensibilités alimentaires. L'autre chose, c'est si l'aliment a une réaction croisée avec un autre aliment, ou un non-aliment, pardon, donc par exemple le pollen ou quelque chose comme ça, dont vous êtes confronté chaque année, si vous voulez ou vous ne voulez pas, donc contre le pollen c'est un peu difficile de se protéger, ces anticorps vont persister. La même chose, il y a aussi des réactions croisées avec certains virus. Donc, si vous avez des anticorps contre ces virus-là, bon, ils vont persister et aussi la réaction contre l'aliment va persister. Donc, il y a des cas, bon, ils sont plutôt rares, où c'est pas possible de réintroduire, mais disons, je dirais que 80%, 95% des aliments, si vous les évitez correctement, ils peuvent être rétolérés après. D'accord, ok. Est-ce que c'est possible d'avoir une hypersensibilité à certains compléments alimentaires ou médicaments? Oui, disons, il y a des compléments alimentaires qui sont des extraits alimentaires donc de plantes. Non, oui, donc on a vu ça déjà, hein. On a déjà vu que euh, des gens ont eu bon, un résultat, disons, normal du micro. Et le thérapeute, il a essayé de faire une thérapie avec des doses très élevées de phytothérapie.
Et effectivement, donc, on a eu au moins 2 patients comme ça qui, au bout de 6 mois, ont montré donc des réactions justement contre ces produits de la phytothérapie qu'ils ont pris. Le problème, c'est il faut d'abord gérer la perméabilité intestinale. Et donc, la perméabilité intestinale, elle se gère de deux façons. Donc, ou en parallèle, je dirais, c'est l'éviction absolue de l'aliment. Donc, ça évite déjà l'inflammation au niveau de l'intestin et donc votre perméabilité intestinale va mieux. En plus, donc, on peut apporter un soutien avec certains compléments alimentaires pour améliorer. Mais il faut d'abord éviter, ou surtout éviter l'aliment. Je sais qu'il y a des gens qui disent oui, mais on va d'abord traiter la perméabilité intestinale et puis ça va. Non, c'est comme si vous essayez de bâtir un mur. Vous faites trois briques et puis dans la soirée, il y a quelqu'un qui va le démolir. Bon, le lendemain, vous commencez à faire 3 rangées ou 4 rangées de briques et il y a des vandales qui vont revenir à le détruire. Donc, c'est pratiquement pas possible de, de traiter l'hyperperméabilité intestinale sans éviction des aliments qui la causent. Donc ça, c'est important. D'accord. OK. Est-ce que dans le cas d'une thyroïde attaquée, elle peut après redevenir à la normale? Oui, ça dépend du degré de destruction qui a été fait. Donc, vous avez donc, comme le premier cas là que je vais montrer, qui était très récent, donc qui a été diagnostiqué très récemment. Là, oui, effectivement, donc si l'agression s'arrête, la thyroïde peut effectivement se. Bon, nous, quand on a commencé avec Nupro au Luxembourg, donc après quelques mois, j'ai eu des appels de plusieurs femmes qui me demandaient si c'était normal de devenir si nerveux quand on fait cette éviction. Bon. Moi, j'étais nerveux au début, après, j'étais plus nerveux quand j'ai fait l'éviction. Je dis non, c'est pas normal. En fait, depuis, j'ai demandé, mais est-ce que vous prenez des médicaments? Quels médicaments vous prenez? Ils m'ont tous dit oui, mais on prend des médicaments thyroïdiens. Et voilà, et ça m'a montré qu'effectivement, donc le thyroïde peut récupérer et il était tout simplement surdosé. Donc ils ont diminué leur box de moitié et c'était bon. Donc il y a une récupération possible, mais tout dépend de à quel niveau elle était déjà détruite auparavant. Donc on ne va pas la rebâtir complètement, mais on va en tout cas arrêter la destruction. Oui. D'accord. OK. Donc on pourrait imaginer même arriver à pouvoir se passer de médicaments thyroïdiens? Oui, disons, si la destruction n'est pas si avancée que la thyroïde peut récupérer, oui. Ouais, En tout cas, d'accord. on peut diminuer sa dose, oui. OK. Les céphalées de tension et migraines peuvent-elles être liées à, des hypersensibilités alimentaires? Laquelle? Les céphalées de tension ou des migraines? Oui, bien sûr, oui. Donc là, comme j'ai montré, donc on a fait plusieurs études cliniques là-dessus, donc oui. Mmh. D'accord. OK. Et alors pourquoi est-ce que les allergologues ne reconnaissent pas, heu, ces tests? Oui, bon, il y a certainement plusieurs raisons. Une est certainement une raison politique, mais deuxièmement, c'est parce que, comme je l'avais dit tout au début, ils confondent les tests d'IgG avec l'IgG4. Donc l'IgG4, c'est leur anticorps, c'est l'anticorps qu'ils utilisent justement pour effacer les allergies IgE. Et donc, ils disent, voilà, les IgG n'ont pas d'impact parce qu'ils induisent l'intolérance. Oui, c'est l'IgG4 que eux, veulent booster lors de la désensibilisation. Là, c'est correct. Mais ils négligent tout simplement les pro-inflammatoires. Et ça, c'est le problème. Donc, on ne parle pas de la même chose. Donc, ça, c'est le grand problème. D'accord. Et alors peut-être une dernière question. Une dame parle est-ce que c'est possible du coup d'avoir des intolérances alimentaires alors qu'on n'a pas de porosité intestinale, avérée du coup par laboratoire? Oui, bon, disons, un test de laboratoire est toujours
une image instantanée, je dirais. Hein. Donc, cette perméabilité intestinale, si le labo ne montre pas... D'abord, il faut voir comment est-ce qu'elle a été faite. Si elle a été faite par un dosage de la zonuline, déjà, c'est pas très bien, parce que la zonuline, oui, c'est un marqueur de perméabilité intestinale, mais c'est pas à 100%. Donc, on a beaucoup de cas où on a trouvé donc, des zonulines normales, mais par exemple des alpha-antitrypsines élevées. L'alpha-antitrypsine, c'est une enzyme qui vient du foie, qui en fait n'a rien à faire dans l'intestin, mais souvent on en voit augmenter, mais pas causer. La zonuline, en fait, elle est plus associée à une intolérance au gluten qu'à la perméabilité intestinale. Donc, ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est, bon, si vous faites un test de perméabilité intestinale, c'est le moment. Mais on ne sait pas ce qu'il y avait il y a quelques temps. Donc, et s'il y a des anticorps, il y a toujours des petites fractions qui passent. Donc, on n'a pas, s'il n'y a pas de perméabilité intestinale élevée, ça veut dire que l'intestin est scellé. Donc, non, il y a un passage permanent. Et les structures antigéniques, ce n'est pas nécessairement des grandes protéines, c'est des fractions de protéines. Et si ces fractions de protéines passent quand même, le système immunitaire va le reconnaître. Il n'y a pas un lien direct entre un test de labo perméabilité intestinale normal et IgG alimentaire. Donc, c'est quand même quelque chose de dynamique. C'est ça. D'accord. OK. Il me semble qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, un tout grand merci pour ces réponses très précises, très complètes. Je vous remets la bannière pour pouvoir profiter du code SIMPLY5 pour avoir du coup des réductions lors de la recommandation ou de l'achat des tests ImmuPro. Et je vous remets aussi la bannière pour vous inscrire sur SimplyCure si ce n'est pas encore fait. Docteur, un tout grand merci encore pour vos nombreux partages. Merci. Et une très bonne après-midi à toutes et tous. Merci.